Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui peut sembler un peu aride, mais qui est vraiment au cœur de la rentabilité de beaucoup d'entreprises. C'est la distinction fiscale entre un bien qu'on possède pour travailler, une immobilisation, et un bien qu'on possède pour vendre, donc de l'inventaire. Et la distinction est cruciale. Oui. Pour faire simple, le profit sur la vente d'un item de l'inventaire, c'est un revenu d'entreprise imposé à 100 %. Mais le profit sur la vente d'une immobilisation, ce qu'on appelle un gain en capital, lui, est imposé seulement à 50 %. L'écart est énorme. C'est un monde de différence. Notre source aujourd'hui, c'est une analyse fiscale assez détaillée de l'Agence du revenu du Canada. Notre but est simple. On va suivre le parcours d'un bien, disons une excavatrice, et on va voir comment son identité fiscale peut changer du tout au tout au fil de sa vie. C'est une excellente façon de voir ça, parce que, au fond, tout le débat repose sur une idée très simple au départ. Quelle était l'intention de l'entreprise au moment précis où elle a acheté cette excavatrice? L'intention. Oui, la source est formelle là-dessus. Le principe clé, c'est que si un bien est acquis principalement aux fins d'être revendu avec profit, il est automatiquement classé comme un élément d'inventaire. Point final. L'intention originale, ça l'emporte sur presque tout le reste. Quand vous dites presque tout le reste, ça m'intrigue. Ça veut dire que même si un concessionnaire utilise, mettons, une voiture neuve de son lot comme véhicule de démo pendant 6 mois, cette voiture reste de l'inventaire? Elle ne devient pas un outil de travail? Exactement. C'est ça. L'usage temporaire ne change pas sa nature fondamentale. Aux yeux du fisc, l'intention première, qui était de vendre cette voiture avec un profit, elle n'a pas changé. Ah, OK. Le fait de la prêter à des clients potentiels, c'est juste une étape dans le processus de vente. C'est une nuance importante parce qu'elle établit que l'intention est un concept plus fort que l'utilisation factuelle à un moment donné. OK, ça c'est pour le cas simple. Mais là, ça se corse. Prenons une entreprise qui a genre un pied dans chaque monde. Un concessionnaire d'équipements lourds. Il vend des pelles mécaniques neuves, mais il y a aussi une flotte de location. Qu'est-ce qui arrive quand il décide de vendre une de ces machines qui a été louée pendant, disons, 3 ans? L'ARC doit bien avoir une position là-dessus, là. Et c'est une zone grise très fréquente. La position par défaut de l'ARC, selon notre source, c'est de présumer que c'est de l'inventaire. Vraiment? Oui. L'art logique, c'est que le core business de l'entreprise, c'est de vendre de l'équipement. La vente d'une unité usagée, même si elle a été louée, est vue comme une extension naturelle de cette activité principale. Fait que le profit serait un revenu d'entreprise, imposable à 100 %. Ouf, ça peut faire mal. J'imagine que les entreprises n'aiment pas beaucoup cette position par défaut. Il y a moyen de la contourner? Oui, mais l'ARC impose des conditions très strictes pour qu'une de ces ventes soit traitée comme une disposition d'immobilisation et donc bénéficie du traitement de gains en capital. Il y en a 3 et elles sont cumulatives. Il faut toutes les respecter. D'accord, allons-y une par une. Laquelle est la première? Premièrement, l'entreprise doit avoir une division de location qui est complètement séparée de la division des ventes. Et on ne parle pas juste d'une idée sur papier, là. Non. Ça veut dire une comptabilité distincte, des employés distincts, si possible, des contrats distincts. Il faut que ce soit clair comme de l'eau de roche que les 2 opérations sont gérées comme des entités quasi autonomes. Donc, on imagine le proprio du concessionnaire, appelons-le Frank. Il doit littéralement tracer une ligne dans sa cour, il pointe 2 pelles mécaniques et dit « Celles-ci, elles sont dans la division location, on leur met une affiche, on les montrera même pas aux clients qui veulent acheter. » Il faut vraiment créer des silos, autant physiques que comptables. C'est exactement l'image. Et la deuxième condition découle de la première. Des biens spécifiques doivent être mis de côté et utilisés exclusivement pour la location. Exclusivement. On ne peut pas prendre une machine du plancher de vente pour une location d'1 semaine et ensuite la remettre en vente le lundi suivant. Une fois qu'une machine est désignée pour la location, elle reste dans ce silo-là. OK, ça a du sens. Une séparation claire. Mais la troisième condition, c'est souvent là que le diable est dans les détails. Et vous avez raison, la troisième est la plus délicate et la plus révélatrice de l'intention. La source stipule que le prix de vente de ces biens, après leur vie de location, doit normalement être inférieur à leur coût d'achat original. Attendez, ça me semble être la condition la plus difficile à prouver et un peu contre-intuitive. Ça pénalise une entreprise qui entretient super bien son équipement et qui, à cause de l'inflation ou d'une forte demande, réussit à le revendre à bon prix, non? C'est une excellente question. Le fisc pourrait arriver et dire « Ah ah, vous avez fait un profit, donc c'était de l'inventaire depuis le début. » C'est un excellent point.
Et c'est là que la documentation, l'historique, ça devient crucial. Le mot-clé ici, c'est « normalement ». L'ARC ne regarde pas une seule transaction chanceuse, elle regarde la pratique d'affaires sur le long terme. Ah, OK. Si, historiquement, 90% des biens loués sont vendus à perte ou à peine au-dessus du coût non amorti, l'entreprise peut bâtir un dossier solide. Elle peut démontrer que son intention principale avec cette flotte n'était pas le profit à la revente, mais bien les revenus de location accumulés au fil des ans. C'est une preuve de l'intention, là. D'accord. Ça, c'est pour l'entreprise hybride. Mais ça m'amène à penser à un modèle plus pur. Prenons une entreprise comme une grande agence de location de voitures. Toute leur flotte est par définition pour la location. Ce n'est pas des concessionnaires. Mais ils doivent bien vendre leur voiture après 2 ou 3 ans pour renouveler leur parc. Comment le fisc voit cette vente-là? Est-ce que ça devient soudainement de l'inventaire? C'est une question qui touche directement au concept de cycle d'affaires. Pour une agence de location de voitures, vendre la flotte usagée, c'est pas une activité accessoire. C'est une partie intégrante et prévisible de leur modèle d'affaires. Si ce processus de renouvellement implique de vendre régulièrement les voitures à un prix qui, en moyenne, dépasse leur coût d'origine, l'ARC va considérer ces ventes comme un revenu d'entreprise, pas un gain en capital. Même si leur métier, c'est la location, ça semble un peu sévère. La logique de l'ARC, c'est que le profit réalisé sur la revente de la flotte est une source de revenus aussi prévisible et régulière que les frais de location eux-mêmes. C'est planifié. Cependant, la source mentionne une exception, encore une fois, sous des conditions très précises. Un bien de location peut être traité comme une immobilisation si, à un moment donné, il est loué d'une manière qui démontre une intention de le garder à très long terme. Et quelles sont ces conditions magiques? Premièrement, le contrat de location doit comporter aucune option d'achat pour le locataire. Deuxièmement, la durée du bail doit être si longue que la valeur de revente prévue à la fin du bail sera presque certainement inférieure à son coût initial. On parle de baux qui couvrent une portion substantielle de la vie utile de l'actif. D'accord. Et troisièmement, le bien ne doit pas être remplacé par un autre pendant la durée du bail. Si ces 3 conditions sont réunies, l'ARC peut accepter que ce bien spécifique n'est pas dans le cycle de renouvellement rapide et peut être considéré comme une immobilisation. Ce qu'on comprend de tout ça, c'est que le statut d'un bien n'est pas coulé dans le béton. L'identité fiscale de notre excavatrice peut changer. Ce qui nous amène au concept de conversion. Prenons un promoteur immobilier. Il construit un immeuble à condo. Son plan A, c'est de vendre toutes les unités. C'est son inventaire. Mais le marché de la vente ralentit et il décide de garder 5 condos pour les louer à long terme. Il vient de convertir son inventaire en immobilisation. Qu'est-ce que la source nous dit sur les règles de cette transformation? Ce qui est fascinant ici, c'est pas tant le concept, mais la simplicité administrative de cette conversion spécifique. Quand un bien passe de l'inventaire à une immobilisation, le fisc ne considère pas ça comme une vente. Il n'y a pas de disposition, pas d'acquisition. Ah oui? Le coût en capital de la nouvelle immobilisation, c'est tout simplement la valeur que le bien avait dans l'inventaire au moment du changement. Donc, si je comprends bien, ça donne une flexibilité incroyable à une entreprise. Notre promoteur qui voit le marché de la vente s'effondrer peut pivoter et décider de louer ses condos sans déclencher immédiatement une grosse facture d'impôt. C'est une sorte de soupape de sécurité fiscale. Exactement. La véritable transaction aux yeux du fisc est reportée. La reconnaissance du profit est mise sur pause. C'est cette simplicité administrative qui est fascinante car elle reconnaît une réalité d'affaires. Les stratégies doivent pouvoir changer sans être pénalisées sur le champ. Il y a une petite nuance par contre. Laquelle? Pour le calcul de la déduction pour amortissement, une sorte de dépréciation accélérée pour la première année, la loi dit qu'il faut utiliser la date d'acquisition réelle du bien, pas la date de sa conversion. C'est un détail technique, mais qui montre que le fisc n'oublie jamais l'historique du bien. D'accord. Mais franchement, la conversion inverse semble beaucoup plus risquée du point de vue fiscal. Disons que notre promoteur, des années plus tard, décide de vendre son immeuble locatif. Il le retransforme en inventaire pour le vendre. J'imagine que le fisc est beaucoup plus méfiant dans ce cas-là. Vous mettez le doigt sur le bobo. Et oui, c'est beaucoup plus complexe. La loi cherche à bien séparer les différents types de profits réalisés au cours de la vie du bien. Alors, même s'il n'y a pas de vente réelle au moment de la conversion, la loi en crée une. On parle d'une disposition présumée ou conceptuelle. Attendez une minute. Une disposition présumée. Ça veut dire que le fisc prétend qu'on a vendu le bien à nous-mêmes, même s'il n'a jamais quitté notre bilan?
C'est exactement ça. C'est une vente sur papier. L'idée est de geler la valeur qui a été accumulée pendant que le bien était une immobilisation. À la date de la conversion, le contribuable doit calculer ce qu'on appelle un gain ou une perte en capital notionnel. C'est la différence entre la juste valeur marchande du bien à ce moment-là et son coût de base ajusté. Et on doit payer l'impôt sur ce gain sur papier immédiatement? Non, et c'est la clé. Ce gain notionnel est calculé, mis de côté, et il devient imposable seulement dans l'année de la vente réelle et finale du bien à un tiers. Ah, OK. Mais l'étape est cruciale car elle fixe la nouvelle valeur du bien pour l'inventaire. La valeur initiale de l'item dans l'inventaire devient sa juste valeur marchande à la date de la conversion. Tout profit ou perte subséquent sur la vente finale sera traité comme un revenu d'entreprise normal. C'est un processus en 2 temps. Exactement. Pour s'assurer que l'appréciation du capital est taxée à 50 % et que le profit commercial, lui, est taxé à 100 %. C'est un mécanisme assez élégant quand on y pense, mais l'analyse ne se contente pas d'expliquer les règles, elle souligne aussi des points de friction. Elle mentionne une affaire juridique CAE Inc. contre la Reine en 2013, où la Cour d'appel fédérale laissait entendre que d'autres règles, celles sur le changement d'usage, pourraient s'appliquer. Ça semble jeter un pavé dans la mare. En effet, et c'est là qu'on voit la dynamique parfois tendue entre les tribunaux et les autorités fiscales. Dans cette affaire, la Cour a fait un commentaire qui suggérait que ces conversions entre inventaire et immobilisation pourraient être régies par les règles de changement d'usage. Si c'était le cas, ça changerait certaines modalités, notamment le moment où l'impôt est payable. Alors, pourquoi l'ARC n'a pas simplement adopté la vision de la Cour? Une cour d'appel, c'est pas rien. C'est parce que la position de l'ARC, telle que décrite dans la source, c'est que le commentaire de la Cour était ce qu'on appelle en droit un obiter dictum. Un quoi? Un obiter dictum, c'est un terme latin qui veut dire « dit en passant ». C'est une opinion exprimée par un juge qui n'est pas essentielle à la décision finale de l'affaire et qui, par conséquent, n'est pas juridiquement contraignante. D'accord. L'ARC a donc décidé de s'en tenir à sa position de longue date. Et c'est quoi cette position? Comment il justifie de ne pas appliquer les règles de changement d'usage? L'ARC maintient que les règles sur le changement d'usage s'appliquent lorsqu'un bien passe d'un usage qui génère un revenu à un usage qui n'en génère pas. Comme? L'exemple classique, c'est de transformer sa propriété locative en sa résidence personnelle. Ah, OK. Mais dans notre cas, le bien, il ne s'agit jamais de générer un revenu potentiel. Il passe simplement d'une catégorie de revenus, donc l'immobilisation, à une autre, l'inventaire. Pour l'ARC, ce n'est pas un changement d'usage, mais un changement de nature. C'est une distinction fine, mais qui a des conséquences fiscales importantes. Alors, si on résume le parcours de notre excavatrice, son identité fiscale dépend d'abord de l'intention de Franck, son propriétaire. Si elle est dans le lot pour être vendue, c'est de l'inventaire. Si elle est mise de côté pour la location sous des conditions très strictes, elle peut devenir une immobilisation. C'est ça. Et si Franck change d'idée en cours de route, il y a des règles de conversion complexes pour s'assurer que chaque dollar de profit soit taxé de la bonne façon. Au fond, c'est pas l'objet lui-même qui compte, mais le rôle qu'on lui fait jouer. C'est la synthèse parfaite. Si on prend un peu de recul, ces règles très détaillées illustrent bien comment le droit fiscal essaie de coller aux réalités multiples et changeantes des modèles d'affaires. C'est une tentative de créer des principes qui peuvent s'appliquer aussi bien à un concessionnaire de voitures, à un locataire d'équipements lourds ou à un promoteur immobilier. Le défi, c'est de garder ces règles cohérentes malgré la complexité. Et ça nous laisse avec une dernière réflexion, une question pour la route. Toute cette analyse repose sur des concepts parfois flous, comme l'intention principale et la juste valeur marchande. Alors, comment une entreprise peut-elle documenter de manière proactive son intention au moment de l'achat d'un bien pour solidifier sa position fiscale des années plus tard? Surtout quand ses plans pour ce même bien peuvent légitimement et intelligemment changer avec les fluctuations du marché ou sa propre stratégie.